Si tout le monde a l'empreinte carbone de Bernard Arnault en allant prendre des jets pour faire Londres-Est, Londres-Ouest, l'humanité peut commencer à compter les années qui lui restent si on fait tous comme ça. Très beau clap. Ouais, il était bien, il était franc. Paloma Moritz est journaliste en charge des formats écologie sur le média en ligne Blast. Vous l'avez peut-être aussi vu sur des plateaux télé lors de tables rondes sur l'urgence écologique. En la rencontrant, j'ai voulu comprendre le rôle des médias dans le traitement de ces sujets et la place que les citoyens pouvaient avoir dans l'action et dans l'information. Je vous laisse découvrir notre discussion et me dire en commentaire qui vous voudriez que j'interviewe la prochaine fois. Quels ont été les tournants dans ton parcours pour faire que tu en arrives là aujourd'hui à être journaliste spécialiste des sujets écologie et puis en charge de l'éditorial pour une émission qui va être en prime time sur ces sujets-là? Depuis que je suis petite, je me suis un peu toujours dit que j'avais quelque chose à faire avec le monde. Alors après, bon, ça veut tout rien dire en quelque sorte. Et après, j'ai fait des études à Sciences Po où je me suis vraiment beaucoup focalisée sur les questions écologiques. J'ai eu énormément de prise de conscience à ce moment-là. J'ai regardé beaucoup de documentaires et je considère qu'en fait, l'image et les documentaires ont un rôle immense pour créer des prises de conscience et donner envie d'agir. Et donc à partir de là, je me suis dit que j'avais envie de faire ça. Puis j'ai fait un certain nombre de stages et puis j'ai commencé à travailler pour un média indépendant qui s'appelle Spicy, pour lequel j'ai réalisé plusieurs documentaires, des 52 minutes, des 26 minutes, plutôt sur les questions démocratiques, sur les questions liées aux droits des femmes, mais avec toujours quand même en filigrane les questions écologiques, voilà. Et après, je me suis lancée en indépendante. J'ai travaillé notamment pour On est prêt. J'étais directrice éditoriale et j'ai suivi la Convention citoyenne pour le climat pendant tous les week-ends. Donc j'étais une des rares journalistes à être dans la salle presse pendant tous les week-ends. Il y avait des moments où on était vraiment très seuls, mais c'était absolument passionnant. Et à ce moment-là, en fait, Denis Robert est venu me voir pour me demander si je voulais diriger le pôle écologie du Média Blast. Et j'ai tout de suite dit oui, parce que ça me permettait en fait de continuer dans cette lignée et dans ce que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire vraiment rester, en tout cas, dans la plus grande indépendance éditoriale. Et malheureusement, aujourd'hui, là où on la trouve le plus, c'est quand même plus dans les médias indépendants, même si ça bouge dans les médias. Nous faisons face aujourd'hui à l'un des plus grands défis que l'humanité n'a jamais affronté, l'urgence écologique. Et pourtant, on en parle si peu et si mal. Alors que nous devons mettre toute notre énergie pour éviter l'ingérable et gérer l'inévitable. Comment toi tu te définis, journaliste, engagée, militante, je sais pas à quel niveau tu mets le curseur? Alors beaucoup de gens me définissent comme militante, mais je pense que c'est en général pour me délégitimer. Je considère que je suis une journaliste engagée, dans le sens où en fait je suis engagée pour un monde plus juste et plus durable. Ça me semble pas complètement dingue comme idée non plus. Je peux pas lire un rapport du GIEC et ensuite me dire non mais moi je vais rester complètement neutre par rapport à ça. Bon, en revanche ce sera potentiellement l'apocalypse dans quelques années. C'est pas possible. Donc évidemment que j'ai envie de m'engager pour que et aussi parce que je pense que le savoir est libérateur, et particulièrement sur les questions écologiques. Est-ce que tu as vu, depuis que tu as commencé à traiter ces sujets-là dans les médias, une évolution un peu? Est-ce que les médias s'emparent de plus en plus de ces sujets-là, ou est-ce que c'est toujours pareil? Enfin, comment toi tu l'as ressenti? Clairement, moi je me souviens très bien de moments quand j'étais à Sciences Po où au moment des COP, je faisais des recherches sur Google Actualité et en général il y avait une occurrence d'article. C'est clairement plus le cas aujourd'hui. On voit qu'il y a quand même une large couverture médiatique au moment des COP, même si bon, je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas encore vraiment ce que c'est ni leur utilité, ce qui est compréhensible. Mais il y a vraiment une augmentation du nombre de sujets, mais qui est pas non plus si immense que ça. Maintenant, je pense que la question c'est aussi que les médias ont compris qu'ils ne pouvaient plus faire sans. Ça ne veut pas dire qu'ils font bien, mais on voit là depuis plusieurs mois, je trouve, une accélération dans la prise de conscience de la nécessité de traiter ces enjeux et d'essayer de les traiter le mieux possible, et de plein de médias qui réalisent et qui se disent, même à BFM TV, il y a pas longtemps, j'ai été invitée et on m'a dit, mais vous vous rendez compte, on n'a même pas de spécialistes sur ces questions. J'ai dit, ah oui, c'est peut-être un petit peu problématique quand on est la chaîne d'information en continu la plus regardée de France, quoi. Justement, moi j'ai eu l'impression que sur l'année qui est passée, on est complètement passé à côté de ces sujets-là pour la présidentielle, par exemple. Complètement. On a eu pourtant une année riche en rapport du GIEC. Est-ce que c'est pas le bon moment maintenant pour encourager les médias à prendre en main ces enjeux? Je pense que tout ça montre aussi que les médias réfléchissent d'une certaine manière comme des entreprises ou comme des marques. Et donc se disent, s'il y a une demande, on va peut-être commencer à se bouger. Et puis après, ce sont des humains comme vous et moi, et donc c'est des personnes aussi qui parfois vont être touchées dans leur chair ou vont comprendre en fait la gravité de la situation dans laquelle on est et se disent, non mais là moi je peux pas ne pas en parler. C'est un peu l'exemple de Mark Hay, le journaliste météo de BFM, qui a dit maintenant je vais parler différemment sur un autre ton de ces sujets, la France va cramer cette semaine, et qui a dit ça cet été. Votre ton a changé, votre vocabulaire a changé.
Oui, il nous fait peur. Mais voilà, j'ai décidé depuis maintenant quelques jours d'arrêter d'utiliser mon ton habituel, c'est-à-dire d'arriver en plateau et de vous dire la France va être concernée par une nouvelle canicule, la canicule précoce. Je pense que ça ne marche plus. Il faut que les gens comprennent que la France, clairement, va cramer cette semaine. En fait, on voit depuis la présidentielle et même avant qu'il y a vraiment des collectifs qui ont commencé à se monter et de plus en plus de citoyens qui disaient « mais traiter ces sujets-là. Pourquoi est-ce que vous ne vous parlez pas du rapport du GIEC pendant le débat d'entre-deux tours avec Léa Salamé et Gilles Boulot, ils ont quand même consacré que 18 minutes à la question écologique sur 2h49 de débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu les alertes citoyennes, ils auraient peut-être consacré encore moins de temps. C'est ça qui est dingue, parce qu'ils l'ont dit au début en disant ça a été une demande, les jeunes sont anxieux face à l'avenir, etc. Donc on voit en fait que cette pression citoyenne fait bouger les choses et que les médias se font bouger les uns et les autres entre eux. C'est-à-dire que le fait que Radio France annonce son tournant environnemental, tout à coup France Télévisions se dit « Ok, nous on a prévu quoi ?» Et je pense que l'été a aussi joué un effet d'accélérateur parce qu'il y a énormément de personnes qui ont pris conscience de la gravité de la situation cet été. Et je pense que beaucoup de gens se disaient « Ben oui, mais le dérèglement climatique, c'est au Pakistan, c'est en Inde, ça nous concerne pas vraiment. » Et quand on voit sa forêt brûler à côté de chez soi, là en fait on s'est rendu compte que c'était réel, que c'était aujourd'hui et que le futur était déjà là d'une certaine manière. Et même les scientifiques sont eux-mêmes étonnés de la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'ils disent eux-mêmes, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu. Et donc ça montre qu'il y a une nécessité plus que jamais que les médias soient à la hauteur, mais ça doit aller encore plus vite. Ça ne doit pas que être des belles déclarations, il doit vraiment y avoir un traitement médiatique à la hauteur des enjeux. Et on voit encore aujourd'hui des JT qui parlent des vagues de chaleur qu'on est en train de vivre et qui ne font pas systématiquement le lien avec le dérèglement climatique. Sur le sable, il fait 28 degrés. On pourrait se croire en plein été. Depuis 2 semaines maintenant, le thermomètre est anormalement élevé en France et particulièrement dans le sud-ouest. Alors pour beaucoup de vacanciers, ce sera plage. Une très bonne nouvelle pour les familles qui peuvent profiter de ce rap d'été avec leurs enfants. Je trouve ça très bien, ouais. On entend souvent parler de journalisme de solution. Est-ce que c'est quelque chose qui, tu penses, peut s'appliquer justement aux enjeux écologiques? Le journalisme de solution, l'idée, c'est d'essayer vraiment d'appliquer exactement le même sérieux qu'on applique aux journalistes d'investigation sur des réponses à apporter à des problèmes. Donc, des solutions. Par exemple, quand on voit la façon dont tel pays a fait face à une inondation en disant en fait ils ont réussi à avoir très très peu de morts, ok, comment ils ont fait, est-ce que ça on peut le faire dans d'autres pays, etc. Ça s'applique totalement à l'urgence écologique dans laquelle on vit et je pense qu'on peut le répliquer à la fois sur comment est-ce qu'on adapte les villes aux vagues de chaleur parce qu'on sait que les villes sont des îlots de chaleur et donc en général quand il y a des canicules c'est là où on en souffre le plus, donc comment on adapte les villes, comment est-ce qu'on peut s'inspirer d'autres pays pour le faire, comment est-ce qu'on peut s'inspirer d'autres pays pour aussi mettre en place des transports beaucoup moins polluants. Donc, et à chaque fois d'aller vraiment regarder en disant ok, est-ce que ça a eu un impact, qu'est-ce que ça n'a pas eu, comment ça s'est passé, et de le faire de façon très très sérieuse plutôt que comme les médias ont eu tendance à le faire ces dernières années en faisant un peu des portraits de héros en disant ah voilà, alors ça c'est le jeune homme qui a dépollué, qui a trouvé une solution pour enlever le plastique de l'océan. Donc, l'idée qu'a eu le navigateur Yvan Bourgnon, c'est ce bateau qu'on voit ici qui s'appelle la Manta, comme la reine Manta, voilà le majestueux poisson qui a une très grande bouche. Il a été conçu pour aller avaler des tonnes et des tonnes de plastique dans les océans. Une fois qu'il est plein, 600 mètres cubes quand même, il est capable de stocker de plastique. On le rejette à la mer. On le rejette à la mer. Mais dans un sac plastique. Dans un océan loin de chez nous. Merci. Allez, salut. Si on parle de tout ça sans parler du problème de base qui est qu'on continue à produire du plastique, ça n'avance pas. Donc il faut vraiment prendre les choses de façon systémique et sortir justement de ce traitement médiatique qui a tendance à faire des héros, des héroïnes ou à dire il a trouvé la solution pour. Non, il n'y a pas la solution, il y a plein de réponses différentes, elles doivent être intermêlées, interconnectées, et il faut voir justement comment, à travers une couverture médiatique intelligente, on peut faire des liens entre tout ça pour voir quel impact ça peut avoir, quoi. Quand on défend ces sujets avec ferveur, des fois on se heurte à des gens qui vont dire que nos propos sont trop culpabilisants, que c'est contre-productif, on n'aidera pas les gens à prendre conscience, etc. Comment toi tu réponds à ça? Je pense que c'est très très compliqué parce que aujourd'hui en fait on demande à la fois donc aux personnes qui essaient d'informer et d'alerter sur l'urgence écologique de le faire avec les formes. Donc il faudrait limite qu'on prépare un slam à côté ou qu'on fasse un spectacle de claquettes. Il y a un moment, je veux bien, moi dans mon travail de journaliste, j'essaie au maximum de faire des sujets qui sont accessibles. Donc par exemple, je vais mettre de l'humour, je vais vulgariser au maximum. Donc je vais vraiment rendre ça accessible. Je fais cet effort-là, mais il y a un moment
en fait, il y a un effort de lucidité. Et moi, quand on me dit oui, mais c'est trop pessimiste ce que vous dites, je leur dis en fait, c'est la réalité. Et le problème, c'est que plus vous allez être dans le déni, plus quand vous allez voir la réalité de la situation, et c'est un peu ce qui s'est passé cet été, plus ça va être violent comme claque à prendre. Et je pense aussi qu'il y a vraiment quelque chose d'émancipateur dans le fait de comprendre l'urgence écologique dans laquelle on est, parce que en fait, on voit que tout est lié. Et quand on parle d'écologie, on parle d'absolument tout. On parle d'économie, on parle de politique, on parle d'alimentaire, d'agriculture, en fait, de tout ce qui fait nos vies au quotidien. Et que je pense que beaucoup de gens aujourd'hui ont un sentiment d'absurdité avec le monde dans lequel on est. On le voit avec l'organisation des Jeux asiatiques d'hiver en plein désert, en Arabie Saoudite, ou encore de la Coupe du Monde au Qatar. Nous découvrons un vaisseau blanc futuriste, le stade Khalifa, déjà opérationnel, tout beau, tout neuf et à ciel ouvert, avec une climatisation révolutionnaire. Dehors, il fait 36 degrés, une chaleur étouffante. Voilà, là on pénètre dans le stade Khalifa, on avance un petit peu et là, surprise, on sent que c'est frais, l'air est propulsé par ces 3000 canons que vous voyez ici. Seulement 30 minutes suffisent pour refroidir l'atmosphère à 21 degrés. La grande majorité des gens sont révoltés par ça. Et donc de pouvoir mettre des mots sur ce sentiment d'absurdité qu'on a sur le monde à travers une information et d'être lucide permet aussi d'entrer dans l'action. Parce que si on est simplement dans un déni, on va ensuite faire face à une anxiété immense. Et évidemment qu'en fait, il y a un moment où il faut faire le deuil du monde dans lequel on croyait vivre. Mais c'est que si on est le plus nombreux possible à être conscient de la situation qu'on va pouvoir avancer vers autre chose et qu'on va pouvoir éviter le fait cette espèce de scénario apocalyptique qui est prévu. Et pour le moment, c'est ça en fait. On va vraiment vers un mauvais scénario de film, mais on peut tout à fait changer le scénario et le réécrire à plusieurs, mais il va falloir qu'on soit les plus nombreux possibles. Comment on fait du coup pour toucher ces gens qui vont se braquer, qui se braquent tout de suite ou qui se sentent culpabilisés, qui du coup sont dans le déni en fait? Est-ce qu'on abandonne, on les laisse de côté ou est-ce qu'on essaye plus ou moins bien? Je pense qu'en fait, les leviers de prise de conscience sont très différents en fonction des personnes et qu'il faut aller aussi chercher ce qui va toucher une personne, c'est-à-dire ce qui est important pour elle dans son quotidien. Et le problème, c'est que quand on parle de climat ou d'écologie ou de plus 1,5 ou 2 degrés, ça paraît tout de suite très abstrait et quand même, il faut le dire, un peu chiant. Et donc, en fait, il faut aussi aller chercher sur des choses qui sont importantes pour la personne et en fait, on se rend bien compte qu'on a tous une relation au vivant et qu'on sait tous parfois qu'on a désappris certaines choses et qu'on s'est un peu déconnecté du vivant. Mais je pense que pour chaque personne, il y a un fil à tirer, mais qui est pas forcément évident si on va pas le chercher. Et je pense aussi qu'on revient à des questions de morale. C'est-à-dire quand on parle de liberté, c'est la liberté de qui? Et si on dit, ok, on va laisser aux 1% la liberté de polluer et de saccager la planète au détriment des 99% autres, là, il y a quand même une question morale qui se pose. Et de comprendre qu'en fait, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et ça paraît tout à fait logique et évident. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, on a plutôt envie d'avoir la liberté de respirer un air pur et de pas manger n'importe quoi, plutôt que de se balader avec un énorme SUV. Maintenant, le problème, c'est que beaucoup de gens se disent « Ok, moi aujourd'hui j'ai envie d'agir, mais je sais pas quoi faire et je sais pas quels sont les ordres de grandeur. » Et ils savent pas quelle est la différence entre ramasser du plastique sur la plage ou couper l'eau quand ils se brossent les dents. Je pense que en fait, chacun commence à un endroit, mais que c'est hyper important, et notamment pour les médias aussi, sans non plus trop parler des petits gestes, parce qu'évidemment, il faut des mesures systémiques, et donc ça relève du politique, et ça relève aussi des entreprises et des collectivités, beaucoup plus que des individus, mais sans pour autant dire « Oui, mais en fait, bon, ok, si Total continue à faire des méga projets pétroliers, franchement, ça sert à rien que vous coupiez l'eau quand vous brossez les dents. » Je pense que c'est hyper important de le faire parce que ça crée une notion. C'est-à-dire que si on coupe l'eau, je prends vraiment l'exemple le plus débile, mais si on coupe l'eau quand on se brosse les dents, on se rend compte de quelle est la valeur de l'eau. Et du fait qu'en plus on est en train d'en manquer, cet été on a quand même 100 communes qui ont été privées d'eau potable, c'est complètement inédit en France. Et après, dans les ordres de grandeur, c'est juste de bien comprendre que là où on a le plus d'impact, c'est si on arrête de manger de la viande, ou en tout cas qu'on réduit drastiquement sa consommation, qu'on arrête de prendre l'avion à minima pour les courtes distances, ou potentiellement aussi qu'on essaie de regarder ce que fait sa banque au niveau des investissements dans les énergies fossiles, et que si notre banque investit dans les énergies fossiles, on arrête, on change de banque. Ça, c'est à peu près les 3 grosses actions qui ont le plus d'impact. Il y en a évidemment plein d'autres, et il y a plein de personnes qui documentent ça très bien. Mais tout ça, ça permet aussi de se projeter dans un autre monde, parce que en fait, si tout le monde a l'empreinte carbone de Bernard Arnault en allant prendre des jets pour faire Londres-Est, Londres-Ouest, ça va pas marcher non plus. C'est pas que ça va pas marcher, c'est que là, l'humanité peut commencer à compter les années qui lui restent si on fait tous comme ça. Donc c'est vraiment hyper important, et ça les médias le font peu, de rappeler l'essentiel de ça, mais
de pas non plus tomber dans quelque chose où on culpabilise les citoyens et les citoyennes et où on est un peu déconnecté. C'est-à-dire que en fait, c'est des remarques qui ont été faites au gouvernement par rapport au plan de sobriété énergétique quand ils disent oui, il faut mettre des cols roulés à l'intérieur ou garder le chauffage à 19 degrés. En fait, il y a 12 millions de personnes qui sont en situation de précarité énergétique aujourd'hui en France et qui en fait mettent déjà des cols roulés l'hiver et même pour dormir la nuit avec des chaussettes de ski. Et c'est ça qui est important, c'est de pas en fait mettre une pression encore plus importante sur les personnes qui en fait déjà de façon contrainte ont une empreinte carbone très faible. Est-ce que tu penses que toutes les solutions sur ces enjeux-là, elles passent nécessairement des citoyens vers les politiques, ou est-ce qu'il peut y avoir des grosses initiatives politiques qui peuvent encore marcher ? Je pense que, évidemment, la pression citoyenne ne peut pas tout faire, mais malheureusement, c'est l'un des seuls outils qui reste aujourd'hui face au pouvoir des lobbies économiques et parfois à l'inaction aussi politique des États et leur lenteur à changer de logiciel sur le sujet. Et on l'a vu récemment, par exemple, avec le traité sur la charte de l'énergie, qui est un traité qui, en fait, permet à des multinationales fossiles d'attaquer des États en justice s'ils ont des actions climatiques ambitieuses. Donc on se dit, attends, c'est délirant, un tel traité ne devrait pas exister, et pourtant il existait. Et en fait, la France est signataire, et là, il y a eu énormément de pression, notamment de Yamina Seb, qui est une co-autrice du GIEC que j'avais reçue sur Blast, mais de militants et de militantes comme Camille Etienne, de journalistes qui ont alerté là-dessus. Et finalement, la France s'est retirée. Et Bruno Le Maire a envoyé un message à Camille Etienne en lui disant « Nous sommes retirés ». Un peu vous voyez, regardez, on a bien fait. Donc ça prouve quand même que c'est en train de bouger, et je trouve ça super intéressant. Et on le voit sur plein d'autres sujets, que les mobilisations citoyennes font bouger les États. Maintenant, on va pas... les citoyens et les citoyennes vont pas pouvoir tout faire tout seuls, mais pour le moment, en tout cas en France, on n'a pas encore vraiment vu une énorme proactivité de la part du gouvernement, qui est plutôt un peu en retard à chaque fois et qui dit « Ah ok, bon, c'est les élections présidentielles, on commence à parler d'écologie, ah on va en parler plus, etc. » mais qui n'est pas vraiment en pointe de ces sujets, qui a plutôt été dans le déclaratif, et je le dis, c'est un fait. À l'inverse, d'autres pays dans le monde, par exemple la Nouvelle-Zélande, où Jacinda Ardern, la première ministre, a déclaré l'état d'urgence climatique, a mis en place un budget bien-être. Donc ça montre que parfois ça peut venir des États, mais malheureusement pour le moment c'est assez marginal. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même plutôt des femmes qui le font. En 2050, comment tu vois le futur? Je pense qu'on a deux options possibles et qu'on doit, entre guillemets, prendre la bonne direction aujourd'hui. La direction qu'on est en train de prendre, à mon sens, c'est un futur de solutionnisme technologique, quoi. Donc c'est l'idée de la croissance verte, la technologie elle seule va nous sauver. Donc c'est un futur qui sera fait, qui nous aura permis en partie de régler le problème climatique, mais pas du tout l'extinction de la biodiversité, les questions de pollution, etc. Dans lequel la technologie sera omniprésente, qui potentiellement sera très inégalitaire et qui aussi aura eu des impacts énormes sur la biodiversité qui risquent de se retourner contre nous. Donc c'est un futur dans lequel potentiellement on aura aussi de plus en plus de pandémies. C'est à peu près ce qui est prévu là par la plupart des rapports. Et après, l'autre alternative à ça, mais c'est pas du tout la direction qu'on est en train de prendre, en 2050, ce serait un futur sobre dans lequel on aura créé une économie du partage, dans lequel on aura appris pas mal de choses à l'école ou autre, donc à réutiliser, à réparer, où on sera beaucoup plus en lien les uns avec les autres, mais où la technologie sera moins présente. On aura dû aussi baisser notre demande en énergie, notre demande en biens, en consommation, dans cette idée de revenir à quelque chose qui fasse sens, en quelque sorte. Et aussi, je pense que c'est ce futur sobre, il va avec une réduction du temps de travail, il va avec en fait énormément de choses qui vont permettre, à mon avis, je l'espère, même si, encore une fois, là je dépeins un peu de grandes caricatures en quelque sorte, peut-être que la réalité sera au milieu, en tout cas j'espère qu'elle sera plus d'un côté que de l'autre, mais où on aura redonné en fait à chacun la possibilité de se déployer dans ce qu'on est réellement en tant qu'humain, et on sera plus réduit à un rôle simplement de consommateur à qui on demande une fois tous les 5 ans d'aller voter. Merci Paloma pour cette interview très riche. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci d'avoir tout suivi. Je vous retrouve dans 2 semaines environ pour une nouvelle interview. Abonnez-vous à Blast si vous voulez retrouver les contenus écologie. Il y a une playlist dédiée, et puis abonnez-vous aussi à ma chaîne puisque vous êtes là. Et d'ici là, portez-vous bien. Je parle vite, du coup je place plein d'infos. Ça va, je parlais pas trop vite. C'est un peu une technique que j'ai en fait pour pouvoir passer le plus d'infos possible. Je parle très vite.